Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Spleen Doctor. Aujourd'hui, on va se poser la question suivante. Est-ce que la jeunesse est-elle vraiment dans la campagne 2022 ? Aujourd'hui, avec nous, Antoine Hainaut, coordinateur régional des Jeunes avec Macron pour la Bretagne. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Antoine, j'ai 23 ans, je suis étudiant en affaires publiques à Paris-Dauphine. J'ai une formation de juriste de base que j'ai fait à Rennes 1. Je suis originaire donc de Rennes. J'ai commencé à m'engager derrière le candidat Emmanuel Macron en novembre 2016, au moment où il venait juste d'annoncer sa candidature. Après, donc, j'ai participé à la campagne présidentielle évidemment, avec la victoire qui s'en est suivie, puis aux législatives sur ma circonscription à Rennes. Puis après, voilà, j'ai participé aux différentes campagnes. Et puis donc, je suis passé responsable départemental en octobre 2018 et responsable régional il y a un an. Donc voilà, je m'occupe de mobiliser en fait et de structurer le mouvement des Jeunes avec Macron en Bretagne, de faire le lien entre l'échelon national, ce qu'on appelle les JAM du coup, et l'échelon local, donc les militants en Bretagne, d'essayer de faire passer un petit peu tous les process qui sont mis en place au niveau national pour qu'ils s'appliquent au niveau local, de faire remonter les problèmes, de traiter les différentes situations. Voilà. Alors, on va parler du coup de l'engagement des jeunes dans cette campagne 2022. Quand on parle des jeunes et de leur engagement, on parle souvent d'abstentionnisme au final. Dans la dernière élection en date du coup des départementales et régionales en juin, ouais. Les 18-24 ans ont fait une abstention de 87% lors du premier tour. Bah évidemment, il y a déjà un petit sujet conjoncturel, je pense, sur ces élections-là. Elles se sont déroulées dans un contexte assez particulier. Il y a eu assez peu de campagne physique, plutôt une campagne numérique, du fait du contexte sanitaire qui n'était pas évident aussi. Effectivement, il y a un désintérêt d'une partie des jeunes pour la politique militante. Beaucoup de jeunes s'engagent pour des causes dans des associations pour le climat, pour l'égalité homme-femme, contre la faim dans le monde ou autre, mais il y a aussi peut-être un rejet des partis politiques, ou du moins un désintérêt, peut-être plus qu'un rejet, qui est assez fort, et on le voit effectivement, il y a le premier parti de France en réalité chez les jeunes, c'est l'abstention. Les élections départementales et régionales connaissent une abstention assez forte de manière générale dans l'ensemble du corps électoral, ça ne concerne pas que les jeunes, on prend toutes les tranches d'âge, une abstention qui est assez élevée. Ça s'explique aussi peut-être par le fait que les gens ne voient pas véritablement, et les jeunes y compris du coup, à quoi sert un conseil régional, à quoi sert un conseil départemental. Un conseil départemental, aujourd'hui, vous avez demandé à n'importe quel Français ou n'importe quel jeune dans la rue, je suis pas sûr qu'il sache véritablement, sauf s'il a fait du droit des collectivités territoriales, qu'il est expert dans le domaine, vous citez toutes les 3 à 4 grandes compétences du conseil départemental. Il y a peut-être aussi un sujet de compétences qui n'est pas véritablement bien compris par les gens. Alors en revanche, vous avez demandé à n'importe qui dans la rue qui est votre maire. Que fait-il ? Il saura vous répondre. Vous demandez à n'importe quel Français dans la rue qui est votre président de conseil départemental, que fait-il ? Je suis pas sûr qu'il ait forcément la réponse, donc ça explique aussi peut-être cela. Après, il y avait un taux d'abstention qui était assez élevé pendant les municipales, mais qui était moins fort. Donc je pense qu'il y a à la fois un sujet Covid, à la fois un sujet de flou des compétences dont on ne sait pas véritablement ce que font les conseils départementaux et les conseils régionaux, donc il y a peut-être aussi une réforme à faire là-dessus. Et puis évidemment le désintérêt des jeunes aussi peut-être pour la politique partisane plus que pour l'engagement en tant que tel. On voit dans une dernière enquête de l'IFOP que dans les intentions de vote ou non d'ailleurs, sur l'ensemble de l'octobre 2021, 58% des 18-24 ans interrogés comptent s'abstenir. Donc c'est beaucoup moins fort que pour les départementales et les régionales, mais il y a quand même une forte propension à s'abstenir. Du coup, tu penses que cette abstention-là est due à un désintéressement de la politique ? Un désintéressement et qui est lié en fait au fait que les jeunes ne voient plus forcément ce que la politique peut faire pour eux. Alors qu'en réalité, si vous ne vous occupez pas de politique, la politique finit toujours par s'occuper de vous à un moment. Et il y a peut-être aussi là
un souci déjà de communication des responsables politiques qui n'ont pas forcément su parler aux jeunes depuis un moment. Je pense qu'il y a beaucoup de politiques qui ont été dépassés par leur temps et qui n'ont pas vu la société changer dans les moyens de communication, dans les priorités aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont notamment issus de classe moyenne et qui me disent moi je suis pas boursier, j'ai rien, j'ai aucune aide, on fait rien pour m'aider. Il y a un système parfois de bourse qui est mal fait et beaucoup de jeunes qui me disent de toute façon c'est toujours les mêmes qu'on aide ou c'est jamais nous on n'est jamais aidés et qui se reconnaissent pas en fait dans ce que font les dirigeants politiques et on le voit, les jeunes apprécient de plus en plus les candidats assumés, entre guillemets. Il suffit de regarder quels sont les candidats en tête chez les jeunes. C'est Emmanuel Macron premier, Jean-Luc Mélenchon second, ou Marine Le Pen. Marine Le Pen et ça doit être Mélenchon en troisième. Mélenchon pour moi était quatrième de c'est Zemmour tête. Emmanuel Macron en tête au premier tour avec 25%, suivi de la candidate extrême droite Marine Le Pen à 20%, puis Éric Zemmour à 12%. Et ensuite vient Mélenchon. En fait, on s'aperçoit que là aussi, les jeunes aiment des candidatures tranchées. Quand ils votent pour des candidatures assez tranchées. Ils votent plus forcément à gauche, comme on le disait auparavant. Avant, on avait une jeunesse qui était effectivement, ou au moins à une certaine époque, au début du XXIe siècle, qui était très engagée à gauche, au PS, et qui n'hésitait pas à s'engager d'un point de vue militant. Et qui aujourd'hui ne se reconnaît plus forcément en cette gauche-là qui était censée porter leurs priorités sur le pouvoir d'achat, sur les sujets sociétaux liés au progrès. Et aujourd'hui, en fait, on voit que la gauche qui était représentée, incarnée par le Parti Socialiste avant, ne porte plus forcément ces sujets-là aussi qui intéressaient une partie de la jeunesse, ce qui a fait que je pense une partie des jeunes se sont décrochés de la politique aussi. Du coup, tu as un peu devancé la suite de l'entretien. J'allais te demander pour qui votent les jeunes, on vient de l'aborder. Une autre problématique, on dit souvent que l'écologie est un grand sujet pour la jeunesse. Et on voit que Yannick Jadot est estimé à seulement 8% d'intention de vote chez les jeunes, ce qui est un score relativement faible. Comment on l'explique ? Parce qu'il suffit pas de mettre du vert sur une affiche pour faire véritablement de l'écologie. Non, je suis un peu piquant, mais auparavant, effectivement, Europe Écologie Les Verts était le seul parti à parler d'écologie pendant très longtemps. Et la classe politique a pris conscience très tard, peut-être même trop tard, qu'il y avait un enjeu climatique qui n'était pas à négliger, que si on n'agissait pas, on allait droit à la catastrophe. Maintenant, le modèle que propose Jadot, s'y intéresse de très près, c'est la décroissance, plus ou moins, donc ça veut dire produire moins. Nous disons produire mieux, chacun son leitmotiv. Moi je pense qu'on peut produire d'une façon plus responsable tout en espérant un modèle de croissance qui soit viable. Dire aujourd'hui aux gens nous allons produire moins pour sauver la planète, c'est en fait dire aux Français qui sont juste en fin de mois, vous êtes gentils avec vos problèmes de fin du mois, mais on a une fin du monde à sauver. Nous disons fin du monde, fin du mois, même combat. Au final, on propose des solutions très claires sur notre mix énergétique. On considère qu'aujourd'hui, contrairement à Yannick Jadot qui dit qu'à terme il faut 100% de renouvelables, nous on dit il faut 50% de nucléaire, 50% de renouvelables, parce que le nucléaire c'est une énergie décarbonée, c'est une énergie qui est peu chère qui est même un coût considérablement plus bas que certaines énergies renouvelables. Et aujourd'hui on peut avoir ce mix énergétique là. Yannick Jadot dit nous voulons 100% de renouvelables. Je suis pas sûr que les jeunes, quand on leur dit vous allez devoir on va devoir produire moins, avoir un mix énergétique composé à 100% d'éoliens, de barrages hydrauliques et de panneaux solaires, je suis pas sûr que quand vous dites ça aux jeunes, vous les attirez forcément. Quand vous dites aux jeunes, on a plusieurs modèles et plusieurs solutions pour accélérer cette transition écologique, cette transition énergétique, mais il y a aussi d'autres enjeux qui ne sont pas à négliger. On ne peut pas dire du jour au lendemain on va changer complètement notre société. Il y a dans transition écologique, il y a le mot transition, donc ça prend du temps, il y a différentes façons de le faire, et moi je ne crois pas en cette écologie politique ou cette écologie radicale qui finalement ferait fi de tous les autres problèmes et qui dirait le seul problème c'est l'écologie. Je pense que c'est tout un tas d'ensemble de choses qu'il faut prendre en compte. Du coup, si jamais les jeunes votent
peut, ou en tout cas ont peu l'intention de voter pour Jadot, c'est une offre politique qui ne leur convient pas? C'est seulement ça? Il y a ça, et je pense qu'il y a aussi le reste du programme de Yannick Jadot. Il y a non seulement la vision écologique qui, pour moi, si l'objectif est louable, les solutions pour l'atteindre ne sont pas les bonnes. Moi, c'est ce que je pense en tant que jeune, et pour en avoir discuté avec pas mal de monde. Quand Yannick Jadot nous dit que le nucléaire est une énergie dangereuse en France, ce n'est pas vrai, c'est des faits. Et je pense que n'importe quel jeune qui se renseigne un peu sur ce qu'est le nucléaire voit que c'est une énergie décarbonée, voit que c'est une énergie à bas coût, contrairement à ce que dit Jadot. Je pense que aussi Yannick Jadot, qui n'est pas un ayatollah ou un type d'extrême gauche, les gens qui voient l'entourage de Jadot ou Madame Rousseau s'exprimer à la télé se rendent compte assez facilement qu'on a quand même une instrumentalisation justement du combat pour le climat qui est flagrante. Après, voilà, je pourrais pas à moi seul dire pourquoi la candidature de Yannick Jadot prend pas. C'est aussi peut-être parce qu'on a un président qui crante ce sujet-là aussi et qui laisse peut-être prendre place au géant vert que fut autrefois ELV. Est-ce que vous pensez que l'arrivée de Zemmour dans cette campagne, elle peut amener à plus d'engagement des jeunes? Alors je m'explique, soit pour le suivre, on le voit avec les jeunes avec Zemmour, soit au contraire en opposition, quelque part pour faire barrage des jeunes qui seraient pas du tout en accord. Vous pensez que ça peut être un moteur d'engagement? Alors, moi déjà, je respecte tous les jeunes qui s'engagent. Peu importe le candidat, je trouve que c'est courageux déjà d'assumer ses idées, d'assumer d'être engagé, parce qu'il faut aussi assumer le regard des autres parfois. C'est assez facile de dire quand on arrive dans une bande de potes, ah tiens, c'est le politicard véreux, parce que t'es engagé derrière tel ou tel candidat. Donc moi je respecte tous les jeunes qui s'engagent, y compris ceux qui sont les antipodes de mes idées. Ça vaut pour les jeunes qui s'engagent derrière Jean-Luc Mélenchon, comme pour ceux qui s'engagent derrière Éric Zemmour. Tu parlais des jeunes assez nombreux, c'est vrai, qui s'engagent derrière Zemmour. On voit. C'est 4700. Ouais, mais ça sert à rien de le nier. Génération Z attire du monde. Peut-être parce que globalement Zemmour parle de sujets qui intéressent les Français de manière générale. Je suis pas d'accord avec les constats, je suis pas d'accord avec les solutions. Par contre, il y a une chose sur laquelle je reconnais le talent et l'intelligence politique de Zemmour, c'est qu'il a compris que les sujets qu'il aborde sont aujourd'hui ceux qui intéressent l'opinion de manière générale et pas seulement les jeunes. Quand il parle de sécurité, quand il parle d'immigration, c'est des sujets qui touchent une grosse partie de la population. Dont les jeunes, bien sûr. Mais quand vous entendez Zemmour qui parle d'insécurité et que vous êtes jeune et que vous dites bah oui, moi j'ai vécu ça et qui relate certains faits, je peux comprendre que ça puisse engendrer quelque chose, même si encore une fois il fait pas les bons constats, que ce soit sur l'immigration, critique. Voilà, pourtant j'ai pas l'impression que dans ce début de campagne de Zemmour il se soit tant emparé du sujet de la jeunesse. J'ai l'impression qu'il est suivi par des jeunes, mais je l'ai pas entendu parler sur des mesures pour les jeunes, ou alors je l'ai pas entendu, mais comment ça se fait que des jeunes puissent le suivre alors que c'est pas un sujet Déjà parce que, alors je veux pas dénigrer encore une fois ceux qui s'engagent derrière Zemmour, mais je pense que, moi dans les territoires, Génération Z ça n'existe pas. Génération Z ça reste concentré à Paris, et ça reste concentré dans l'engagement militant. Je parle pas dans ceux qui vont aller voter, mais dans l'engagement militant ça reste une jeunesse qui était déjà très intéressée sur ces questions-là, et plutôt d'un milieu assez, pour parler crûment, catholique bourgeois. Sans vouloir faire offense à ceux qui s'engagent derrière Zemmour. Donc les jeunes qui s'engagent avec Zemmour étaient en fait des jeunes déjà engagés avant Zemmour ? Qui n'avaient pas forcément franchi le pas de l'engagement militant, mais qui avaient déjà une vision politique assez concrète. Ouais. On le voit bien, ils ont quelques jeunes déjà bien formés. Leur président, Stanislas Rigaud, qui est très bon en rhétorique. On le voit énormément sur les plateaux de télé en ce moment, énormément invité. On parle de lui beaucoup. Le mec est très bon, il est très malin. D'un point de vue rhétorique, il est brillant. Le fond est à mon sens, est catastrophique et complètement contraire aux valeurs que je défends moi, mais sur le point de vue formel, oui, je sais pas s'il a pris beaucoup de cours de média training ou autre, mais il a compris comment ça marchait effectivement. Donc oui, je pense que c'est une jeunesse très parisienne, d'une droite souvent qui ont été souvent mêlés dans des milieux de droite, bourgeois, catholiques, qui effectivement se sont toujours préoccupés des sujets de sécurité et d'immigration. Et pour la première fois, ils ont un candidat
qui parle réellement de ces sujets sans avoir ce procès en incompétence qu'a Marine Le Pen depuis 2017 et un débat bien loupé face au président de la République. Donc oui, je comprends pourquoi ça peut attirer des jeunes, même si c'est vrai qu'Éric Zemmour ne propose absolument rien pour les jeunes. La seule chose qu'il a proposé pour les jeunes, c'est avec l'office dans les offices notariales, je crois, d'aider les jeunes à devenir propriétaires. À 23, à 24 ans, je suis pas sûr que la priorité des jeunes en France ce soit de devenir propriétaire d'une maison, pour la plupart d'entre eux du moins, qu'il y avait de quoi railler sa proposition. Donc c'est vrai, ce que tu dis, c'est paradoxal. Mais du coup, dans ce constat que tu fais, Zemmour est quand même un moteur d'engagement, puisque certains jeunes ont passé le pas. Oui. Du coup, tu penses qu'il y a plus de jeunes qui sont engagés qu'avant, en partie, qui sont allés chez Zemmour ? Je sais pas s'il y a eu plus de jeunes, mais en tout cas, il a récupéré un certain nombre de jeunes qui effectivement avant n'avaient pas envie de franchir le pas militant. On revient du coup sur Zemmour plutôt en opposition, pas ceux qui suivent. Est-ce que Zemmour est quand même très clivant. Est-ce qu'il peut y avoir un mouvement d'engagement de jeunes qui s'opposent justement à Zemmour et se disent je dois m'engager pour ne pas qu'il passe ? Alors, le fait de s'engager contre Zemmour, alors oui, moi je combats les idées d'Éric Zemmour. Et les jeunes avec Macron combattent les idées d'Éric Zemmour, c'est pas un scoop. On est opposé à sa vision rétrograde du pays, il a une vision complètement décliniste. Éric Zemmour, pour moi, c'est pas un patriote, c'est un nationaliste, c'est pas la même chose. Le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. Et je pense que Zemmour est dans une vision de repli qui est pas ma vision, moi, de la France, et qui est pas la vision des jeunes qui s'engagent derrière le président de la République. Pourquoi toi tu t'es pas engagé parce qu'il y avait Zemmour, tu étais déjà engagé? Voilà, exactement, c'est mon deuxième point. Moi, et je pense que c'est le cas de la plupart des militants, des jeunes avec Macron, je me suis pas engagé contre quelqu'un. Moi, je considère pas qu'il y a des ennemis plus que des adversaires. Éric Zemmour, c'est un adversaire. Anne Hidalgo, c'est une adversaire. Et je pense que quand on s'engage en politique, c'est d'abord avant tout pour un projet plutôt que contre quelque chose. Alors, on va passer au sujet du coup des jeunes engagés, justement ceux qui sont dedans. Est-ce que toi, tu as l'impression, ou tu as des chiffres peut-être avancés sur des jeunes qui seraient plus engagés qu'avant, ou alors moins engagés qu'avant, ou alors même ce que tu as pu remarquer avec les jeunes avec Macron, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un peu une effervescence militante, ou au contraire, moins de militants qu'avant? Chez les jeunes avec Macron, par rapport au début du mandat, soit en général, parce que tu t'es renseigné, ou tu le sais, ou tu t'es renseigné, ou peut-être toi, dans ton expérience, depuis que tu y es, est-ce que tu as l'impression qu'il y a plus de militants, moins de militants? En fait, ce qui est sûr, c'est que déjà, quand on regarde l'ensemble des mouvements de jeunesse, il y a beaucoup moins de jeunes aujourd'hui engagés dans les mouvements politiques de jeunesse qu'auparavant. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de jeunes qui s'engagent pour quelque chose. J'apporte juste une nuance. C'est une tendance qu'on a remarquée. Depuis la pandémie, les sections jeunes des partis politiques, par contre, connaissent un succès croissant. On a vraiment, depuis la pandémie, on remarque un engagement militant plus fort. J'ai pas d'explication rationnelle à ça, je connaissais pas la statistique, mais tant mieux. Après, moi, j'ai pas constaté une baisse de l'engagement au sein de notre mouvement en particulier. Je pense que c'est aussi dû à la constance du président qui a pas déçu ses électeurs. Et mine de rien, le président, il a trahi personne. Est-ce que tu peux rappeler combien il y a de militants qui sont avec les jeunes avec Macron? D'adhérents, 27 000. De militants actifs, je n'ai pas le chiffre en tête exactement. Moi, je peux simplement dire que dans ma région, on est à peu près 1000 adhérents et une centaine d'actifs. C'est au-dessus des autres mouvements de jeunesse? En Bretagne, on est le principal mouvement de jeunesse de France. Après, pour être tout à fait objectif, au niveau national, on a une adhésion qui est gratuite, ce qui n'est pas le cas, par exemple, chez les jeunes républicains. Il faut reconnaître qu'ils ont plutôt grossi et restructuré leur mouvement de jeunesse récemment. Alors, vous, dans votre formation militante, et grâce à votre expérience, tu l'as évoqué, je te vois, je te tutoie. Je vais te finir par tutoyer, ça sera plus simple, si ça te dérange pas. Oh, t'inquiète. Tu t'as évoqué le fait qu'on s'engage pour un projet. Est-ce que tu as d'autres clés de compréhension pourquoi les jeunes s'investissent dans un parti? Qu'est-ce qui donne envie de s'engager dans un parti? Quand est-ce qu'on passe le pas? Vraiment de ce que tu as vu de tes collègues, en fait. Je pense que déjà il y a un sujet d'incarnation. S'il y a moins de jeunes qui s'engagent aujourd'hui au Parti Socialiste, c'est peut-être aussi parce qu'il n'est plus incarné. Je pense qu'il y a aussi ce sujet-là. Je donne juste un chiffre. Chez les jeunes socialistes, on dénombre 1889 nouveaux adhérents en 2020, soit le double des années précédentes.
Donc il y a quand même plus de nouveaux adhérents jeunes socialistes qu'avant. Ouais, peut-être parce qu'ils étaient tombés quand même très très bas entre 2017 et 2020. Il faut comprendre qu'avant, le mouvement de jeunesse du Parti Socialiste, qu'on appelle le MJS, ce que Mitterrand d'ailleurs surnommait l'école du vice, était considérable. C'était une machine de guerre sur lesquelles s'appuyaient les candidats aux élections parce que c'était une force de frappe assez forte. Et quand François Hollande est arrivé au pouvoir, qu'il a déçu un certain nombre de jeunes, il y a beaucoup de gens qui ont quitté le MJS. Certains qui sont venus chez nous, d'ailleurs, on a encore chez nous des anciens du MJS. Ceux qui ont cofondé les JAM étaient au MJS avant. Je pense qu'il y a aussi, ça je prenais l'exemple du PS, mais il y a évidemment un vrai sujet d'incarnation, je pense, quand on s'engage dans un parti. Je pense que s'il y a beaucoup de jeunes qui ont rejoint le président de la République aussi, c'est parce qu'il portait un message fort pour la jeunesse aussi. Il n'y a aucun président de la République qui a fait autant pour les jeunes. Je veux dire, Pécresse nous accuse d'avoir cramé la caisse. Quand elle dit qu'on a cramé la caisse, ça veut dire qu'elle nous accuse d'avoir aidé les jeunes qui étaient dans des situations très compliquées pendant la crise. J'apporte peut-être une nuance. Il y a quand même énormément de jeunes qui, pendant la crise, se sont sentis abandonnés. Ouais. Même s'il y a eu ces aides, c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes qui se sont sentis abandonnés puisqu'il n'y a pas eu de mesures particulières dans le sens où les cours étaient en distanciel pendant près d'un an et demi. Ils ont eu l'impression en fait qu'ils étaient un peu oubliés dans cette crise sanitaire. C'est vrai. Et moi je suis pas dans l'autosatisfaction permanente. Il y a effectivement des jeunes qui ont beaucoup souffert. Parfois même plus d'une souffrance psychologique que financière, il faut le dire aussi. Ils se sont sentis beaucoup enfermés et seuls dans leur coin. Il y a une détresse psychologique qui était très forte. Le président l'avait dit d'ailleurs, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Et je pense que c'est évidemment pas à négliger. Donc si les jeunes s'investissent dans les partis politiques, c'est pour les projets qu'incarnent les candidats. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres motivations C'est la seule motivation pour rentrer pour le militantisme? Quand on est jeune, on a toujours envie de faire bouger les choses. Donc je pense qu'il y a ce côté qui est de dire qu'on peut pas se contenter de simplement critiquer, de dire que tout va mal. Je pense que quand on fait quand on saute le pas de l'engagement, c'est qu'on a envie de changer les choses et de participer à un projet de société, puisque la politique c'est avant tout un projet de société. La politique c'est faire. Je considère que la politique c'est pas simplement éruditer des éléments de langage sur un plateau de télévision. Ça c'est de la communication. Du coup, pour cette campagne 2022, est-ce que tu as l'impression que du coup il y a une vraie part de la jeunesse qui est engagée en politique? C'est une vraie partie de la population, des jeunes en tout cas? Ouais, je pense que les jeunes se sont beaucoup désintéressés des partis, mais qui se sont pas désintéressés de la politique en tant que telle. Après, à voir quels sont les projets que proposent les candidats à la présidentielle. Pour l'instant, c'est vrai que moi, quand je regarde à droite, je n'ai pas entendu grand-chose pour l'instant pour les jeunes. Quand j'écoute Valérie Pécresse, j'ai entendu parler du président qui cramait la caisse. Je l'ai entendu parler des sondages dont ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien. Enfin, j'ai entendu ce genre de punchline, mais j'ai pas entendu beaucoup de fond pour l'instant. Ça, je suis pas sûr que ça facilite vraiment l'engagement des jeunes. Chez Zemmour, pareil, j'ai pas entendu beaucoup de mesures pour les jeunes. Chez Marine Le Pen, non plus. Chez Anne Hidalgo, on n'entend plus grand chose. Je suis Jean-Luc Mélenchon, c'est vendre du rêve pour à la fin décevoir. Du coup, les hommes politiques les candidats et candidates qui sont dans cette campagne de 2022 n'ont pas encore saisi le sujet de la jeunesse. Je pense que ou alors certains ont peut-être essayé de s'en saisir, mais n'ont pas véritablement compris ce qu'attendent les jeunes. Je pense que les jeunes, ils attendent qu'on réponde à leurs problèmes de pouvoir d'achat. Je pense que les jeunes, ils attendent une vision de l'écologie qui soit en phase avec la réalité, et qui soit basée sur la science et pas sur des rêves idéologiques qui n'ont aucun sens. On a vu les jeunes qui sont investis dans les partis politiques. Néanmoins, ce n'est pas la seule manière de s'engager pour les jeunes. Est-ce que tu peux nous montrer, par exemple, ou nous expliquer quels sont les autres canaux que peuvent utiliser les jeunes pour s'engager? C'est vrai que les mouvements politiques de jeunesse ont beaucoup, et même les associations qui regroupent des jeunes utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Il y a différents types d'utilisation, différents types d'utilisation des réseaux sociaux. Selon le réseau social sur lequel on s'adresse pas à la même personne. Quand on est sur Twitter ou sur Instagram, on s'adresse à deux publics complètement différents. Sur Twitter, on s'adresse plus à un petit milieu politique, journalistique, qui connaît généralement les sujets desquels on parle.
généralement très parisien d'ailleurs. Et sur Instagram, on s'adresse effectivement à un public plus jeune, moins initié moins initié à la politique. Nous, on essaie de s'adresser à tout le monde chez les Jam. On a Twitter, on a Instagram, on a Facebook. Voilà, il y a d'autres formes de réseaux sociaux qui naissent. On l'a vu avec Twitch, avec TikTok. Notamment, on a vu des ministres qui se mettaient sur TikTok. Jean-Baptiste Djebbari, qui est très très fort. Qui a bien compris les codes de exactement, réseaux qui a bien compris les codes de la communication. C'est très important et du coup, de savoir communiquer. Vu qu'il y a d'autres moyens par lesquels les jeunes s'intéressent à la politique, on voit que les politiques s'en saisissent. D'ailleurs, Macron s'en est saisi, il avait fait une interview pour Brut, il s'en est saisi. Est-ce que tu penses que c'est un nouveau moyen pour inciter les jeunes à s'investir et puis pour leur parler? Est-ce que c'est un canal privilégié pour leur parler? Ouais, carrément. Et même Gabriel Attal l'avait fait avec des influenceurs en les invitant, je sais plus où c'était, je crois que c'était au porte-parole du gouvernement, et qui les avait invités et qui avait échangé avec eux. Je pense qu'aujourd'hui... J'apporte une précision, mais je crois qu'au début du mandat de Macron, quand il avait fait ses vœux, il avait fait des vœux particuliers pour les jeunes. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, c'était déjà un moyen. Sur Snapchat aussi, notamment. Je pense qu'aujourd'hui, on peut plus se contenter de dire que c'est aux jeunes de venir à la politique, c'est aussi aux politiques de venir vers eux. Et je pense que c'est un premier pas qui est apprécié. Et, par curiosité, moi j'ai eu dans mon entourage des amis qui n'ont rien à faire de la politique, qui des fois ne votent pas, et qui ont vu le président avec McFly et Carlito, qui se sont dit grosso modo, moi Macron je connais pas trop, mais j'ai bien aimé sa vidéo, j'irai pas forcément voter pour lui, mais au moins voilà, ça m'a permis de voir la politique de manière différente, d'un point de vue humoristique, et on peut déplorer ça, je vois dans les éditorialistes, il suffisait de regarder les éditos après la vidéo de ça a Macron été énormément critiqué sur la posture de président sur le fait qu'il n'était pas à la hauteur de sa fonction, qu'il rabaissait la fonction présidentielle. Ok, très bien. On peut penser que le président de la République doit être au-dessus, qu'il doit être perché sur l'Olympe. Le président Jupiter. Ouais, voilà, c'est ça. Mais si on veut parler aux jeunes, je pense pas que ce soit la meilleure des solutions. C'est comme aujourd'hui on critique les jeunes, les politiques qui vont chez Hanouna. Alors moi on a vu d'ailleurs Eric Zemmour hier chez Hanouna avec face à Baba. Ben oui, mais je pense que vu l'audience que fait Hanouna chez les jeunes, si un politique veut parler aux jeunes, il n'y a pas beaucoup de meilleures manières aujourd'hui d'aller chez Hanouna. Et est-ce que tu penses que du coup le fait que les politiques puissent prendre des nouveaux canaux pour parler aux jeunes va peut-être réduire l'abstention? Est-ce que tu penses que ça peut faire en sorte que les jeunes s'intéressent plus, une nouvelle façon de leur parler, pour qu'ils se réapproprient la politique en général? Je pense qu'en tout cas, on réduira pas l'abstention en faisant de belles tribunes dans le Figaro ou dans Libération. Je pense. Je pense que oui, aujourd'hui, c'est aussi nécessaire de savoir faire un pas vers les jeunes. Et que oui, aller chez Hanouna ou d'autres émissions dans le genre, faire des vidéos avec des influenceurs, ça veut pas dire qu'on se renie et qu'on rabaisse la fonction. Il y a évidemment des codes à respecter. Quand on est ministre, on respecte la fonction qu'on occupe, c'est quand même une fierté, j'imagine. Et évidemment, il ne s'agit pas de dégrader la fonction ou quoi que ce soit. Et je trouve que d'ailleurs, il y a un truc très méprisant là-dedans, dans ceux qui disent par exemple, dans ceux qui disaient au président qu'il avait dégradé la fonction présidentielle et compagnie, il y a un truc très méprisant qui est de dire qu'on n'aurait pas le droit de parler aux jeunes qui regardent les vidéos de McFly et Carlito, alors que c'est quand même un panel considérable. Donc il y aurait des Français en fait auxquels on n'aurait plus le droit de parler. Alors un dernier mot et on va clore cette interview. En fait je te repose la question du départ. La jeunesse était vraiment dans la campagne 2022. Est-ce que tu as cette impression? Est-ce que les jeunes sont investis dans la campagne 2022? En tout cas, j'espère qu'on aura bien prochainement un jeune de 44 ans bientôt qui sera candidat de la République. Je l'espère. Je pense qu'il n'y aura pas de meilleure manière d'investir la jeunesse dans cette campagne que de voir un président jeune, moderne en campagne. Alors après, moi je suis pas là pour faire du jeunisme. Oui, je pense on aura, je pense, et je l'espère, des candidats qui se saisiront des sujets qui préoccupent les jeunes.
Et en réponse, les jeunes seront donc plus dans la Bien sûr, si on a des candidats qui ne parlent pas aux jeunes, je vois pas pourquoi les jeunes accepteraient d'aller voter. Voter, c'est un devoir, mais lorsque le politique ne remplit pas son devoir, je peux comprendre qu'en tant que jeune, on n'a pas forcément envie d'aller aux urnes. Donc oui, moi j'espère que la majorité des candidats s'investiront sur les sujets qui préoccupent les jeunes, sujets dont on a pu parler tout à l'heure. Donc il reste encore du chemin à faire pour nos candidats pour s'emparer du sujet les jeunes. Je pense qu'il reste toujours du chemin à faire, mais comme dirait, j'avais une phrase de Jaurès, alors bien que je ne vienne pas de la gauche, qui disait qu'il fallait toujours avoir une confiance inébranlable en l'avenir. Moi j'espère qu'il avait raison. Merci beaucoup. On était donc avec Antoine Hénault pour Spleen Doctor. Merci encore Antoine. On se retrouve pour un nouvel épisode. Au revoir.